Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir encore une fois cette semaine pour débriefer une victoire de l'OGC Nice. Ça ne s'arrête plus, l'OGC Nice reste sur sa vague de 4 victoires. Bon, on va compter comme ça en tout cas. Toujours invaincu, donc cage inviolée, enfin vraiment... la fête, tout n'est peut-être pas parfait, ça va être le sujet de notre émission consacrée au match contre Nantes, gagné 2-0 avec des buts de Gouiri et de Dolberg. On est bien ensemble ce soir pour parler de ce match, puisqu'on est avec Cédric Badagous. Comment ça va ? Salut Sky, salut Romain, et ça va parfaitement. Voilà, on enchaîne un peu les victoires, hein, selon notre compteur niçois, comme tu as dit. Notre compteur perso. C'est ça, on en compte une de plus, mais voilà, on a toujours pas pris de but. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Nice avec un plus 10 au goal average aussi tôt dans la saison, voire tout court même. Il y a des saisons où on n'a jamais atteint ce plus 10. Voilà, c'est ça. Donc ça, tout va bien. Tout n'est pas parfait comme tu l'as dit, mais en tout cas tout va bien. Et tu l'as spoilé un peu, mais c'est Romain qui nous accompagne aussi. Salut Romain, comment ça va ? Bah ça va nickel, hein. On profite, hein. Tant que ça dure, on profite de surfer sur la vague des victoires. Exactement. Vous noterez, et vous le savez, puisque vous êtes également supporter de l'OGC Nice, que ça nous paraît toujours forcément trop beau quand les choses se passent bien. Donc on profite avec un peu d'inquiétude dans la voix. Genre, c'est ça. Ça va pas durer, il va se passer un Profitons. Profitons tant que ça dure. Mais bon, pour l'instant, ça dure une nouvelle victoire pour l'OGC Nice. Voilà, un podcast où vous noterez qu'il y a un absent qui brille justement par son absence. Bizarrement, vu le scénario du match, le buteur et le passeur décisif, Brice n'est pas là. Coïncidence, bon, voilà, il aura probablement une excellente raison pour justifier cette absence dans la prochaine émission, bon, sauf si Dolberg remarque, évidemment. Il a quand même osé le Roberto Carlos quand même. Hein. On va le noter quand même. Voilà, maintenant, son voisin brésilien a dû finir de le convaincre qu'effectivement Melvin Barr a été le Roberto Carlos de la Ligue 1. Mais voilà, on va parler de la performance de Melvin Barr. On arrête de parler de ces escrocs type Brice qui ne viennent que quand le scénario des matchs les arrange. Nous, on est là, c'est l'essentiel, et vous aussi, pour notre plus grand plaisir. Messieurs, avant de parler de cette rencontre qui a eu lieu à la Beaujoire du coup dimanche, on va faire un petit tour de l'actualité de l'OGC Nice. On va commencer par une bonne nouvelle qui est annoncée par Foot Mercato. C'est la probable, ou en tout cas les discussions sont en cours, pour une prolongation de Khéphren Thuram. On sait que c'était un des partants potentiels le mois dernier. Finalement, ça ne s'est pas fait, notamment avec l'Eintracht Francfort. Voilà, donc plutôt que de le voir partir libre de tout contrat l'été prochain, apparemment le club et le joueur ont cette volonté commune de prolonger. Je pense que sportivement comme contractuellement, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ah bah oui, clairement. Et je pense qu'il voit aussi le début de saison, tout ce qui tourne autour de l'OGC Nice actuellement, hein, l'apport que peut avoir Galtier, je pense, sur son potentiel, sa carrière. Donc c'est une bonne chose pour les deux parties. Voilà, ça aurait été dommage de le perdre, je pense, parce que déjà il aurait fallu le remplacer parce qu'il apporte en tant que entrant quand il rentre sur le terrain. Déjà buteur. Donc ouais, voilà, c'est ça. Donc franchement, derrière Lemina Rosario, il apporte énormément. Donc ça aurait été dommageable, je pense, pour tout le monde de le perdre en fin de mercato. Donc le voir prolonger, c'est une excellente nouvelle. Puis on sait qu'il y a la CAN qui va arriver avec Boudaoui probablement et Mario Lemina qui risque de partir dans ce registre. Donc c'est important d'avoir un backup et d'avoir le luxe d'avoir un remplaçant comme Khéphren Thuram. Ouais, moi aussi, je suis très content s'il prolonge. Après, moi, j'avais su quand il était en instance de départ que de toute manière, c'était soit il partait à ce mercato, soit il prolongeait. Et l'info que j'avais eue, c'était que c'était son père, donc Lilian Thuram, qui avait parlé à son fils en lui disant que ce sont des choses qui ne se font pas de partir gratuit. Et donc, parce que le club, mine de rien, qui l'a mis en avant, qui l'a mis en lumière, fallait qu'il s'y retrouve à un moment donné. Donc voilà, son père qui était intervenu là-dessus, et donc il lui avait dit, c'est soit tu pars au mercato estival, soit tu prolonges, mais en tout cas tu ne pars pas libre. Ce qui est marrant quand même, c'est que c'est pas du tout ce qui s'est passé quand on le débauche à Monaco. Après, Monaco ne l'a pas mis en lumière. Non, bien sûr, mais c'est juste histoire de titiller. C'est quand même, on l'a volé à un autre club, tu vois, ça aurait été à la limite, ça aurait été retour, et puis il sortait de son contrat, son contrat élite, tout ça. Il signe son premier contrat pro à l'OGC Nice, effectivement. Ouais, voilà. Et donc voilà, mais moi ça m'a fait plaisir, parce qu'après, c'est classe de la part de Lilian Thuram. Voilà, c'est ça.
exactement. Voilà, Donc, Lilian Thuram, international français pour les plus jeunes qui nous écoutent. Non, je déconne. Non, mais Mais en fait, on en double est là buteur quand même. contre la en Croatie. vieillissant, tu te rends compte qu'il y a peut-être la moitié de nos. Tu rigoles, Romain, mais il y a peut-être la moitié de nos auditeurs qui n'étaient pas devant C'est- leur télé à ce moment. Bah, tu sais pour que cette les finale mecs, France c'est pas les faux. mecs de 20 ans, déjà, ils ont pas connu 98, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. On en tu connaît, sais, on a des potes dans la commu qui sont nés en 98, on les salue, ils nous foutent un Mm. coup de vieux à peu près à chaque fois. on est parle obligé avec de présenter Lilian Thuram, c'est terrible. Voilà, bon, ça va. Ouais. Il est quand même resté après longtemps, on va dire. Fait pas partie des plus vieux de la campagne 98. Mm. On l'a vu dans les générations d'après, mais ouf, la vache, le coup du vieux 98, quoi. 23 ans. Bon, bref, c'était la minute vieux con, désolé. On va parler d'une autre bonne nouvelle, parce que c'est la victoire des féminines de l'OGC Nice. Alors pourquoi on parle de foot féminin dans cette émission? On aimerait, je vous avoue, en parler plus régulièrement, mais bon, faute de compétences pour en parler, on va pas se mentir. Les matchs relativement peu diffusés, donc on a peu l'occasion d'en parler. D'ailleurs, si ça vous intéresse de venir parler du foot féminin et de l'OGC Nice féminin dans Avantinissa, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Mais là, c'est une victoire à Marseille, 3-2 pour les féminines. Donc bon, on va pousser un peu plus loin la rivalité avec nos voisins de l'Ouest. Voilà, ça c'est une victoire, celle-là elle compte. Les Marseillais étaient peut-être obligés de rester jusqu'au bout cette fois parce que c'était à domicile, donc ils n'ont pas pu Ils ont rien pris, partir. ouais, Voilà, c'est ça. mais ça fait 0 points quand même. Et l'OGC Nice qui a des grandes ambitions cette saison, et notamment d'aller titiller la possibilité de monter en première division, ce qui serait quand même énorme quand on sait d'où vient le club. Après, je pense qu'il y aurait des problèmes en matière de budget et surtout d'infrastructure, parce que bon, je les imagine mal jouer à l'Alliance et après continuer à jouer au France Archer, ça serait également compliqué. Romain, je sais pas, toi qui as fait partie un peu des arcanes du club, si tu as un mot à dire là-dessus, ou si surtout on change de sujet. Bah, non, le seul truc que j'ai à dire, c'est que après, je sais pas si je devrais le dire, mais c'est pas grave. Non, Euh, mais vas-y, on est entre nous là, c'est bon. ouais, Personne voilà. n'écoute. Non, mais en fait, je sais qu'il y a deux ans, j'y étais au club. Ouais, 2 ans, je crois. Et bah voilà, ils n'étaient pas fans de cette équipe féminine. Donc, moi, je trouve ça dommage. Mais On voilà, ils sait que la étaient direction pas. du football n'est pas trop, enfin un peu. Après, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est la. Je pense pas que ce soit la direction. C'est plus L'association du coup, les. à l'époque. Ouais, même pas l'association. En fait, on va dire que c'est plus les quelques dirigeants du club, mais pas le président, pas notre nouvel actionnaire, etc. Mais c'est plus au niveau des dirigeants du club que voilà, ça. On va dire Enfin qu'il y a des voilà, priorités et que les féminines n'en font pas partie, exact, quoi. exactement. Voilà, c'est ça, Bon, en c'est tout ça. cas, ça serait chouette de voir l'OGC Nice évoluer en première Moi division. perso, ouais. On sait Mm. qu'après le gap est très important avec les meilleures équipes françaises, mais voilà, c'est bien déjà de les voir évoluer à un niveau national et puis se permettre de taper du coup l'Olympique de Marseille, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'après, si sportivement elles gagnent leur ticket pour plus haut, ça forcera entre guillemets Ouais, les je gens pense aussi. à faire quelque chose, tu vois. Je veux dire, donc Je, je c'est pense aussi, peut-être. parce qu'il y a 2 3 ans, on était dans les. Enfin, on était même pas en deuxième division, je crois. On était dans la division Non. régionale, du coup, dans la Ouais, Ouais, troisième. on se battait à chaque fois pour monter. Et oui, parce que En- tu avais ce barrage en fait, tu vois, c'était quand même des Exactement. championnats semi-fermés, donc la montée n'est pas aussi Donc, simple après, que chez je les hommes. pense que la vision a changé. Je pense qu'elle a changé, la vision, vu que voilà, ça se professionnalise à ce niveau-là. Mais je pense que ouais, la vision, du coup, elle a dû changer depuis mon passage éclair. Très bien. On va conclure un peu ce tour sur l'actualité de l'OGC Nice par une beaucoup moins bonne nouvelle. Malheureusement, on a appris avec regret, avec tristesse, le décès de Rémi Mestralet, jeune milieu de terrain formé au gym, qui était après depuis passé notamment à l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël en National 2. Donc un jeune joueur qu'on avait pu notamment apercevoir, on va dire, parce qu'on n'a pas eu la chance de le voir davantage jouer sous nos couleurs en avant-saison, du coup dans les stages d'été. Voilà, 23 ans, décédé d'un accident de la route dans l'arrière-pays niçois. Voilà, c'est extrêmement triste. C'est un joueur qu'on méconnaît. Hein, je pense qu'à part le nom, on avait un peu du mal à se souvenir de son passage. On pense évidemment à ses proches, à tous ceux qui ont pu le côtoyer, notamment avec la réserve et les équipes de jeunes. Mais c'est une bien triste nouvelle et on se devait d'en parler dans cette émission, comme tout ce qui a trait à l'OGC Nice. Messieurs, un petit mot là-dessus.
Bah ouais, comme tu l'as dit, hein, t'as bien résumé. Hein, on va évidemment souhaiter nos condoléances à toute sa famille, à ses proches, à tous ses amis, hein, parce que c'est dramatique hein, de perdre la vie à 23 ans. C'est pas dans la logique des choses, donc voilà, c'est très triste pour tous les amoureux du gym, pour tous ses proches, toute sa famille, et voilà, on pense à eux à notre petite échelle malheureusement, mais on pense à eux en tout cas, voilà. Et moi, bah voilà, je, à part souhaiter mes plus sincères condoléances, après vous avez tout dit, donc Ouais, il n'y a pas voilà, grand-chose je de me plus joins à à dire vous. malheureusement Voilà, dans ce genre de exactement. situation. Transition difficile, mais du coup on va reparler ballon, on va reparler de cette rencontre face à Nantes qui a eu une heureuse issue. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'était quand même bien mal, bien mal embarqué. Je pense que vous comme moi, on n'aurait peut-être pas parié sur cette issue une fois que, enfin, Galtier non plus apparemment, voilà, il a Galtier dit. non plus en voyant Ouais. la première mi-temps. Je tiens quand même à rappeler quelque chose, c'est que lors de la dernière émission, je vous ai dit, vu que je vais suivre ce match à moitié dans le bus, ça sera ni 0-0 ni 4-0. Coupons la poire en deux, ça sera 2-0. Donc voilà, merci. Quel talent, Voilà. quel talent. Bravo. Du coup, Brice n'est pas là effectivement pour me donner, pour me rendre hommage comme il se doit. Mais bon, bref, voilà. Pour me rendre hommage carrément. Donc, deux buteurs, Guiri Dolberg, avec une passe décisive de Melvin Barr sur le but de la poitrine, encore une fois, de Casper Dolberg, et une passe décisive dans un magnifique 1-2 de Andy Delors pour Amine Gouiri. Signe quand même qu'il y a des choses qui commencent à être installées, qui fonctionnent dans cette équipe de l'OGC Nice. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de la première période. Peut-être on va faire ça dans l'ordre chronologique, qui a été vraiment compliqué du côté de l'OGC Nice. On s'est fait peur malgré une bonne occasion avec cette transversale de Mario Limina qui aurait pu aller au fond, mais il y a eu une transversale aussi du côté nantais, sachant que bon, je pense qu'avec un numéro 9 un peu compétent, ça allait au fond là quand même, parce que pour rater le cadre, il fallait le faire. Je vais vous lancer avec l'avis d'un de nos auditeurs, avec Benja qui a eu la gentillesse de nous envoyer son avis, parce qu'il était au stade justement ce dimanche, donc on le remercie pour sa fidélité également de nous avoir envoyé son avis sur la rencontre. Il disait que lui, depuis le stade, il ne partage pas forcément la pression mise par les Nantais qu'on voyait à la télé. Il a trouvé que certes, on avait subi, qu'on était un peu mou, mais qu'on était quand même mieux organisé que le FC Nantes, ce qui nous a permis notamment de résister à ces assauts et de revenir au vestiaire avec ce score nul et vierge. Ensuite, la deuxième période, on la connaît. Mais par rapport à cette première période, est-ce que vous avez senti qu'on était quand même, comme le dit Benja, un peu dans la gestion, c'est-à-dire qu'on était malgré tout dominé sans être jamais trop inquiété, ou alors est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui s'est cassé, et du coup si oui, quoi? Vas-y Romain, vas-y, je te laisse la parole. Bah, merci. Non, après, ouais, moi, je vois pas du tout pareil que ce qu'a pu me dire cette personne-là qui t'a envoyé le message. Mais par contre, moi, ce que j'ai pu voir, c'est déjà Moses Simon il nous a fait très mal sur les côtés. Donc, on va pas incriminer Danny Luc, qui a fait ce qu'il a pu. Mais après, pour moi, cette première mi-temps, oui, on a eu une belle occasion, mais pour moi, ouais, elle a été totalement dominée par Nantes. Non pas trop par la possession, parce que je crois qu'au niveau possession, je suis pas sûr je crois qu'on était à 50-50, mais par contre, ils étaient plus vifs, plus tranchants. À la récupération, ils récupéraient beaucoup plus haut que nous le ballon. Euh, Après que nous, on soit en place, heureusement, parce que sinon, ça aurait été une vague. Mais moi, justement, je nous ai trouvés beaucoup moins forts à la récupération. Et ouais, j'ai trouvé qu'on avait subi énormément d'assauts, quoi. Et que ça aurait pu faire plus mal avec un vrai neuf du côté de Nantes. Cédric Romain a parlé à la fois des côtés. Bon, il a mentionné Danny Luc, mais je pense qu'on peut parler un peu plus généralement des 4 joueurs de couloir. Et également de la récupération. Est-ce que du coup, c'est le bloc équipe qui a été déstabilisé, tout simplement? Bah, là où je vais un petit peu rejoindre ce que tu as dit Benja, c'est que bien sûr, et même Romain l'a dit, heureusement qu'on a été un petit peu en place quand même dans l'organisation, dans ce 4-4-2 qui est un bloc relativement qui
qui bouge très très peu, on va dire, hein, qui est très en place. Mais donc on a réussi à faire un petit peu le dos rond. Après voilà, si Nantes est plus efficace, ils peuvent en mettre, je pense, un ou deux sur la première mi-temps. Nous également, on peut, notamment avec la tête de Lemina, on peut marquer aussi. Mais ça a été compliqué. Donc je pense que voilà, ce qui nous a manqué, comme l'a dit Galtier, c'est qu'on a été, moi je nous ai trouvé tout simplement mou quoi en fait, dans le sens où il y avait, j'ai pas retrouvé l'envie qu'on avait vu sur les matchs précédents, l'entrain, l'envie d'aller vers l'avant, la verticalité, le rythme qu'on avait pu mettre. Donc ça voilà, je pense qu'on a subi un peu la pression de Nantes et on s'est peut-être fait un petit peu peur aussi, hein, donc on a voulu les empêcher de faire le jeu, mais comme les vagues se succédaient, bah forcément t'as pas réussi à mettre ton jeu en place, donc la première mi-temps a été, on va dire, compliqué. On a réussi à faire le dos rond, à tenir, comme tu l'as dit, ce score de 0-0. Mais je pense quand même qu'on s'en sort bien sur cette mi-temps. Donc, je sens que vous voulez pas trop parler des joueurs en particulier. Donc, effectivement. Ah, si, on peut en parler, bien sûr. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas trouver l'explication, enfin, un début d'explication de cette mauvaise première période, notamment par les grands changements qu'il y a eu sur les côtés, notamment à la faveur de la blessure de Youssef Attal et de la suspension de Lemina, donc sans tout incriminer. De Lotomba, tu veux dire. Oui, pardon, de Lotomba. Sans tout mettre sur le dos de Flavius Daniluk, qui a fait ce qu'il a pu. Hein. Je pense que là-dessus, tout le monde retient vraiment sa volonté de bien faire. Et d'ailleurs, en deuxième période, ça a été quand même mieux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive aussi un peu à la limite de ce qu'on peut bricoler dans ce système quand tu as un arrière droit qui n'est pas un spécialiste du poste, par exemple? Est-ce que Boudaoui, qui n'est pas un spécialiste du poste d'ailier droit, même s'il a pu faire de très très bonnes performances à ce poste-là, est-ce que c'est pas ajouter deux difficultés qui font que face à un joueur un peu performant comme les Moses Simon, tu peux pas trop en demander à deux non-spécialistes en fait. Après, on en avait parlé en avant-match, hein, quand on avait vu la compo. Voilà, je pense que le fait que Daniluk soit pas à son poste avec un client comme Simon en face de lui, ça paraissait évident que Boudaoui allait jouer à droite pour l'aider à couvrir au maximum ce côté droit. Ouais, mais du coup Maintenant, forcément, voilà, tu mets Stengs sur un côté qu'il apprécie probablement moins. Tu mets en difficulté Boudaoui aussi, parce qu'il fait quand même une première mi-temps extrêmement compliquée, parce que au final, tu dénatures un peu son rôle et il sait plus trop où se positionner. C'est ce que je disais par rapport à la première période, hein. Le fait que tu joues, que tu mettes moins d'envie, on sait très bien que Boudaoui, c'est un joueur qui court énormément, qui met beaucoup d'impact, qui multiplie les courses vers l'avant, tout ça. On l'avait vu sur les premières journées où il avait été étincelant. Forcément, si ton équipe joue moins bien au ballon et subit, il a subi avec le reste du groupe, hein, donc c'était totalement logique. Voilà, pour te rejoindre sur ce que tu disais sur les joueurs de côté, tu te retrouves avec un Boudaoui qui forcément n'est pas dans son rôle, dans son meilleur rôle et peut-être le rôle qu'il affectionne le plus. Tu te retrouves avec un Stengs qui est sur un côté qu'il apprécie moins que l'autre. Donc forcément, il revenait de blessure, il avait besoin d'acclimatation, de rythme. Plus tu rajoutes le fait qu'il se retrouve entre guillemets sur son mauvais côté. Forcément, voilà, dans un 4-4-2, évidemment que tes côtés sont très très importants, hein. Donc c'était, voilà, je pense que ça peut être une clé. D'ailleurs, Galtier en a parlé, hein, qu'il avait effectué des changements par rapport à Nantes, mais que il y avait des choses qui n'avaient pas très bien fonctionné. Après, moi, je trouve que Boudaoui, en plus déjà de pas être à son poste, là, il a dû tellement venir aider Daniluk que, en plus, parce que franchement, souvent, d'ailleurs, il se prend un jaune, mais souvent, tu le voyais avec Daniluk prendre Moses Simon au niveau du poteau de corner. Et après, donc, il fallait que lui, il enchaîne les phases offensives, défensives. Et je pense que, ouais, il était tellement accaparé à prendre Moses Simon à deux avec Daniluk que lui, ça l'a, je pense, hein, enfin dans ma tête, dans mon esprit, enfin moi, ce que j'ai ressenti sur le match, mais je pense que ça l'a un peu bridé par rapport au match d'avant. Et il a plus voulu épauler Daniluk, ce qu'il n'a pas très bien fait, d'ailleurs, à ce match, faut le dire quand même. Et ouais, les phases offensives, les deux seules fois où tu l'as vu, c'est en première mi-temps où il fait une frappe hors cadre, et en deuxième mi-temps où il joue plutôt mal le coup. Et
Ouais, je pense que le Oui, fait d'avoir Cham Danny frappe. Luc derrière Oui, lui, on te l'a dit, hein, je pense que c'est pas beaucoup ouais, d'entraîneurs te l'ont dit. Faut oser frapper, hein, parce que bon là, ouais, ouais. sur Mais cette deuxième occasion, c'est un scandale, hein, C'est son contrôle, hein, surtout qu'il le foire. Il ouais, fait un contrôle qui le décale un peu sur le côté droit au lieu d'aller vers les cages c'est et ça. Mm. il se noie complet. Après Lafont, il sort très très vite, hein. Hmm. Ouais, Mais c'est. mais bon. Mais non, non, mais on est d'accord, Il hein. peut Il a tout beaucoup mieux foiré, hein. jouer le coup, hein, c'est clair. Non, Non, mais non, oui, mais il a voilà, tout foiré. ça a été Mm. probablement son moins bon match du début de saison, sachant qu'il avait été incroyable Oui. C'est sur les ça. 4 premiers matchs, Ouais, quoi. ouais, ouais. Pour citer un autre avis d'un de nos auditeurs, c'est Matt, et on le remercie également pour son message, puisqu'on parlait des joueurs de côté. Il voulait qu'on aborde le sujet de Justin Kluivert, du coup, qui a fini par petit à petit s'imposer, notamment en marquant lors de la dernière rencontre face à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Voilà, Matt nous souligne que ce qu'il a pu manquer aussi, notamment avec l'absence de Justin Kluivert, c'est son art du repli défensif, parce qu'il note que un point qui a été assez peu évoqué, que ce soit par nous ou par le reste des médias, c'est la rigueur du repli défensif de Justin Kluivert. Et effectivement, peut-être qu'un joueur comme Stengs, qui en plus d'être sur son mauvais pied, n'a peut-être pas forcément le même repli défensif, en tout cas découvrait un peu cette équipe et le niveau de la Ligue 1, et ben on a été orphelin des tâches défensives de Justin Kluivert, ce qui a pu mettre en difficulté aussi Melvin Barr, qui était face à Boukari, si je dis pas de bêtises, et qui a eu un peu moins de difficultés que Danny Luke, mais quand même qui a été très souvent exposé au duel face aux Nantais. Ah bah Kluivert, moi j'aime bien Kluivert dans le sens où voilà, comme l'a dit Matt, c'est un joueur qui multiplie énormément les courses défensives aussi, hein. Sur les premiers matchs d'ailleurs, on lui avait un peu reproché de pas être assez tranchant offensivement, même si là depuis ça va parce qu'il a marqué à Bordeaux et que ça va beaucoup mieux. Mais par contre voilà, dans le travail défensif, il se cache pas, il est là, il fait vraiment le boulot, donc Il n'hésite pas à redescendre de 20 mètres pour participer au jeu et du coup peut-être un peu plus bloquer clairement. son couloir, effectivement. Ouais, donc voilà, ça fait voilà. Moi je pense que c'est un joueur que voilà. Là-dessus, c'est très très bien d'avoir ce genre de joueur. À voir si maintenant, c'est toujours pareil, hein. On a vu le début de saison de Boudaoui. Il y a Stengs qui va revenir et qui va avoir besoin de jouer parce que c'est un jeune joueur, qu'il y a eu un investissement qui a été mis sur lui et qu'il a un énorme potentiel, hein. On le voit sur le peu de ballons qu'il touche, que voilà, le talent est là. T'as Kluivert aussi qui frappe à la porte et qui fait ses matchs, statistiquement qui marque des buts. Donc ça va être intéressant de voir un peu qui va jouer et comment, de quel côté ils vont jouer, comment ils vont jouer. Donc je pense que ça va être intéressant. Ouais, après, c'est vrai que oui, Kluivert, toi, et comme tu dis, hein, il fait les replis défensifs et tout. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il bouge sur le terrain, il redescend bien. Après, moi, je trouve que à Nantes, enfin, contre Nantes, ce qui nous a manqué, c'est justement la percussion, même s'il l'a pas toujours bien fait depuis le début, hein, Kluivert. Mais mine de rien, il amène cette percussion et cette vitesse pour aller vers l'avant. Et je trouve que Stengs et Boudaoui n'ont pas pu le remplacer à ce niveau-là. Et le seul qui a pu le remplacer, et on l'a vu au bout d'un moment sur son côté en deuxième mi-temps, c'est Gouiri, qui a tenté, dribblé, et c'est passé. Et puis voilà, avec un peu plus de percussion. Et je trouve qu'on a manqué vachement de percussion sur les 60 premières minutes, en tout cas. On a manqué vachement de percussion. Et Kluivert, même s'il l'a pas toujours bien fait depuis le début de la saison, je trouve que bah, rien que son envie de percuter, de vouloir éliminer ou quoi, bah, je trouve que ça a manqué aussi sur ce match. Et vu qu'on parle un peu des joueurs de côté et tout, du coup, on va poser aussi la question à Sky, mais il faut penser aussi qu'il y a quelqu'un qui a repris l'entraînement collectif, c'est Claude Maurice. Donc peut-être il va aussi, parce que dans un 4K2, à voir dans quel rôle jouera Claude Maurice. Donc c'est possible qu'il ait un peu une place dans la rotation sur les côtés. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que Claude Maurice, on l'a beaucoup dit dans les émissions Mercato de cet été, hein. C'est peut-être un peu le grand perdant du passage au 4-4-2, parce qu'on sait qu'il avait enfin trouvé sa place dans ce milieu à 3 avec Adrien Urcea. Je suis assez curieux de voir comment Christophe Galtier va l'utiliser. Est-ce qu'il va oser, entre guillemets, l'utiliser dans son milieu à 2 en poste de numéro 8, ce qui serait assez étonnant vu qu'il privilégie quand même deux profils assez défensifs avec Lemina et Rosario, bon, peut-être ponctuellement en fin de match dans le scénario. Est-ce qu'on va le revoir sur le côté où il avait été
difficilement à l'aise, ou sinon il y a également possibilité de le voir en soutien de l'attaquant, mais bon là tu rentres quand même en concurrence avec la GDD quoi. Donc et puis ils ont montré clairement que voilà, qui a pas encore eu l'occasion d'eux, tu vois, mais voilà, c'est vrai que pour lui ça risque d'être compliqué, même si on sait qu'il a beaucoup joué sur le côté, donc en jouant sur un poste en faux pied, il sera sûrement très à l'aise. Et puis de toute façon, il va avoir le temps, je pense, de jouer des petites demi-heures par-ci par-là, un peu au poste où il y aura de la place, parce que je pense qu'il va pas reprendre sa place de titulaire. Déjà physiquement, il faut se remettre d'une blessure, d'une longue absence comme ça. Et puis bon, il y a du monde qui est arrivé, donc ça va participer à la saine concurrence. c'est Moi, ça. je pense que le Maurice sur un côté, enfin, vu que je suis un fervent détracteur de Vieira, je pense que le fait que Vieira ne soit plus l'entraîneur, etc., on voit quand même qu'il y a des joueurs dont le niveau, quand même, il y a une amélioration défensivement, tactiquement, etc. Moi, je suis curieux de voir Maurice avec Galtier. Et moi, je pense que ça peut être une bonne surprise sur un côté, ou tu vois, parce que enfin, je trouve que défensivement, il revient, enfin, il court, il a quand même un coffre plutôt sympa physiquement. Après, la capacité d'élimination sur un côté, en tout cas tout en vitesse, bon, c'est pas son fort, mais à voir avec Galtier tactiquement ce qu'il peut faire avec lui. Je pense que il peut trouver son rôle. Bon, On est- après, je sais À pas. voir aussi, à voir aussi parce que être sur un côté dans un 4-3-3, c'est pas exactement pareil que dans le système Exactement. actuel. Voilà. Mm, Dans le mm. système actuel, nos milieux gauche et droit participent beaucoup au jeu, reviennent beaucoup dans l'axe. On a vu Dans Boudaoui l'axe, ouais. C'est pour ça que si tu le mets sur participe pas mal. si tu le mets sur son faux pied, tu vois, comme on Voilà, devrait voilà. faire pour Mustang, ça peut aussi quand même Ouais. pas mal transformer la performance du joueur. En tout cas, on Mm. a envie de voir ça. On est curieux, Exactement. C'est ça. attend son retour. On sait qu'il avait fait une bonne deuxième partie de saison avant de se blesser, avec Adrien Urcea notamment. Bon, c'était davantage dans ce milieu à 3, mais je pense que c'est aussi un joueur qui peut jouer un peu partout, et c'est peut-être ce qui lui permettra d'avoir du temps de jeu dans cet effectif bien rempli cette année. Mm. Il y a un dernier joueur dont on n'a pas parlé sur les côtés, c'est évidemment Melvin Barr. C'est quand même... Alors déjà, je vais vous poser la question, il faut répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est l'homme du match? Oui. Moi, oui. C'est. J'ai dit oui ou non, là, qu'est-ce que tu fais? Ah, Pourquoi c'est tu fous dur, la c'est merde? dur. J'ai envie de dire. Ouais, je sais pas. Allez, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que voilà, il fait un merci. très bon match. Je vais dire oui. Tu entends, Mais Brice? Hein, Brice? voilà. Tu écoutes Mais cette après, émission? après forcément, voilà. Offensivement, tu fais quand même une belle partie. Guiri fait encore un énorme match, j'ai envie de dire. Voilà. Après, sur le match, évidemment, Melvin Bard a été meilleur, mais par exemple, l'intervention sur la ligne de Lemina, sa tête sur la barre. Ouais, mais tu manques d'objectivité sur Mario Lemina, on le sait. Tout le monde le sait. Non, mais j'aime beaucoup Lemina, j'adore son apport et tout, hein, mais Melvin Bard a fait un excellent match. Voilà, on parlait, c'est bien de citer Brice parce qu'on en avait parlé dans les émissions précédentes que c'était compliqué pour lui, mais en même temps, il découvre aussi la Ligue 1. Hein. Voilà, il a très très peu joué avec Lyon, on va dire. Donc, il découvre une place de titulaire et l'enchaînement des matchs semaine après semaine. Ouais, tout le monde n'est pas Guiri, tout le monde ne devient voilà. pas le meilleur jeune du championnat après avoir joué 16 minutes. Et puis, il y en a pas des masses à mon avis des Guiri. Hein, donc non, c'est très très bien ce que fait Bard. Il fait un excellent match défensivement. C'est défensivement surtout qui m'impressionne. Il dégage une sérénité, une solidité. T'as l'impression que c'est un vieux briscard quoi. Il panique pas, et même sous pression, il arrive à se dégager un peu du pressing nantais. Voilà. C'est incroyable. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Alors, au-delà de la blague, homme du match ou non, et des petits tacles bien mérités à notre ami Brice, je vais vous poser la question différemment pour Melvin Barr. Est-ce que selon vous, là, en 3 matchs, Melvin Barr a gagné ses galons de titulaire et est passé dans la hiérarchie devant Hassan Kamara? Pour moi, en plus, déjà, je le disais en début de saison sur Nissan Lanti, c'est moi, Camara, il me décevait beaucoup. Et là, aujourd'hui, avec Melvin Barr, défensivement, c'est costaud. Il lit bien les trajectoires. Offensivement, il apporte. Et maintenant, s'il se met à mettre des beaux centres, parce que mine de rien, je crois que c'est en première mi-temps, il met un centre et il est pas dégueulasse le centre. Hein, s'il y a non, mais il a une vraie qualité de centre. Hein.
On l'a vu Ouais, déjà ouais, depuis le début de la carrément. saison. Enfin, c'est sûr que C'est- on n'est pas là pour dénigrer Camara parce que Non, Non, loin mais de la, là. mais la voilà, qualité, c'était pas la qualité de centre, sa première qualité, Sam voilà, Camara. très très loin de là. Donc c'est sûr que la qualité de centre de Bard, c'est Mais rien à voir. malheureusement, dans le 4-4 de Galtier, on voit bien que les deux milieux latéraux, ils sont plus en train de repiquer dans l'axe et ça laisse la place aux défenseurs latéraux pour prendre le côté, centrer. Et donc, si t'as pas des mecs qui centrent un minimum bien, c'est sûr que ouais, pour moi, tu perds ta place de titulaire, ce qui est normal. Et la preuve, Camara, quand il rentre plus milieu Un gauche cran au-dessus, ouais. que ouais, C'est ce qui voilà, s'est parce passé que sur le premier but, hein, avec la passe décisive de Melvin Barr, du coup, qui dédouble et qui prend vraiment c'est le, ça. le couloir à gauche Mm. jusqu'à la ligne de corner. Je voudrais juste revenir sur un truc. Tu as dit Nissa Avanti tout à l'heure, c'est ça? Oh là là, Voilà. quel- On a quand même. Enfin, Ah, avant si. Tini, Non, mais ça. si même dans notre émission, on a dû changer le hâte sur Twitter Non, parce que les gens se gouraient, mais même dans l'émission, putain. Mais... c'est terrible. Ah, c'est terrible. On est maudits. Ça aussi, c'est la faute On va de faire, Brice aussi. on quoi, va mais... faire un erratum et tout. Non, mais oh, incroyable. putain, j'ai rien respecté, quoi. Non, mais voilà. Quel manque de respect, quoi. Ouais, on Putain, il manque plus, t'invite à la maison et tu chies sur la table, quoi, sans déconner. ouais, Mais il manque C'est plus ça. que je dise allez l'OM, quoi. Oh, putain, Ah non, quelle horreur. Ah, laisse c'est tomber, un- Ah, putain, mes oreilles sont souillées, Bon, vite passer ce sujet. Ce Voilà. blasphème. Ce blasphème, exactement, ce blasphème, double blasphème contre l'émission et contre le gym. Voilà, donc une très bonne rencontre de Melvin Barr qui, là, de toute façon, match après match, c'est quand même lui qui est choisi pour démarrer dans le 11 de départ. Donc je pense que dans la tête de Christophe Galtier, c'est quand même... Si tu me laisses juste rajouter quelque chose par Bien rapport sûr. à ce que tu disais, Sky, concernant l'homme du match, quand même, on a oublié quand même de citer Walter Benitez, quand même. Alors, on n'avait pas fini de parler du match, donc transition Mais toute bien sûr. trouvée. Exactement. Encore clean sheet, du coup, encore décisif. Dernier gardien invaincu des grands championnats. Est-ce qu'on a retrouvé le Walter Benitez qui nous rapportait des points, celui qu'on avait peu vu malheureusement la saison dernière? Bah, je pense. Après, voilà, je vais pas dire que tout était de sa faute l'année dernière et que rien n'est fait grâce à son travail aujourd'hui, hein, mais je pense que quand tu as une défense comme devant toi, qui travaille comme ça et qui dégage de la sérénité, je pense que c'est réciproque, hein. Je pense que la défense est relativement sereine d'avoir un mec comme ça derrière lui et inversement, je pense que Benitez, voilà, d'avoir des Bard, Dante, Todibo, D'avoir une Luke, défense qui est enfin stabilisée. Ça a été quand même aussi bah, un gros c'est ça. souci la saison dernière, d'avoir une défense qui a beaucoup changé, la blessure de Dante. On n'a pas parlé des matchs de Dante, de Todibo qui ont été taille patron, même si tout n'a pas été parfait, mais dans l'activité notamment, Todibo a quand même beaucoup fait l'essuie-glace, et a sauvé beaucoup de ballons chauds. Mais je pense qu'entre la défense stabilisée et d'avoir un véritable concurrent à l'entraînement toute la semaine avec Marcin Ouais, Bulka, à mon avis, dire, ça participe aussi à monter le niveau de Walter Benitez. Quand Et tu je vois, pense aussi un petit régime aussi, hein. Ah, tu penses? Il est plus fit, tu trouves? Ah, moi, je trouve qu'il est plus fit que l'année dernière, hein. Je sais pas, ça m'a pas Ça a sauté toujours aux été un yeux, Golgoth, le type, en même oui, temps, après donc, c'est voilà. Ouais, mais Dans les le World World, pourcentage de masse Dans le World, graisseuse. il l'appelait Hulk, hein, les types, donc c'est que ça doit être un beau bébé quand même. ouais, mais moi, je sais pas, je le trouve plus fit que l'année dernière. Enfin, en tout cas, sur le premier match, moi, ça m'avait assez surpris d'ailleurs. Mais c'était les avant-matchs de pré-saison. Et ouais, je le trouvais plus affûté que l'année d'avant ou quoi que ce soit. Donc, voilà, après, Bah, tant mieux, hein. après, Après c'est toujours pareil, il y a après, pas de secret, on en parlait avec Johan Cardinal par exemple qui avait sûrement il lui manquait sûrement ça peut-être pour gagner une place de titulaire avant l'arrivée de Benitez et de s'installer au poste à Nice s'il perdait peut-être ces quelques kilos qui lui manquaient pour gagner en explosivité. Voilà, il y a pas de secret, hein, je pense, hein, c'est quand tu es sportif de haut niveau, ça joue sur ça, hein. Johan Cardinal, Ouais, pour c'est qui on a ça. une petite pensée, puisqu'il n'a à ce jour toujours pas retrouvé de club. On espère que ça va rapidement se décanter pour lui, parce que on espère quand même Ça, le c'est retrouver trop sur les terrains. Je ne pense pas qu'il mérite de terminer sa carrière ainsi, même s'il doit redescendre Clairement, ouais. d'un ou deux échelons, mais voilà.
qui retrouve vite S'il le veut terrain. venir dans l'émission, il est le bienvenu d'ailleurs. Si jamais il nous écoute et qu'il veut venir, ça sera avec très très grand plaisir pour parler notamment de la génération 2016-2017 dont il a été l'un des principaux artisans et de cette musique de la Ligue des Champions qu'on espère très bientôt retrouver. Mais pour l'heure, c'est toujours le championnat, c'est toujours Nantes-Nice. Bon, même si je pense qu'on a un peu fini là-dessus, je voudrais juste évoquer un dernier sujet, parce que c'était également la première rentrée d'Andy Delors, quand même, qui est décisif, qui est passeur décisif sur le but de Gouiré, avec qui il fait le 1-2. La GDD. La GDD, exactement. Benja, donc notre ami supporter et auditeur qui était au stade, nous a dit petit plus pour l'entrée de Delors, ça semble être le joueur d'expérience qu'on attendait notamment devant, puisqu'auprès des plus jeunes, il conseillait beaucoup Bard, Gouiri, Boudaoui et Thuram sur le terrain. Donc on sait que on peut discuter du caractère et de l'extra sportif de Andy Delors, mais en tout cas sur le terrain, il a dit d'ailleurs en conférence de presse déjà que pas grand chose ne le faisait peur, mais il a l'air d'arriver tout de suite dans ce rôle un peu de grand frère, ou en tout cas de joueur expérimenté qui va également apporter quelque chose à l'effectif de la même façon qu'un Dante, qu'un Pablo Rosario ou que d'autres. Moi, ce qui me plaît en fait surtout, c'est que quand tu lui parles de concurrence, tout ça, sans parler qu'il y a pas grand chose qui lui fait peur et tout, c'est que tout de suite, il te parle de football en fait. Il te dit que voilà, avec Dolberg, avec Gouiri, là il l'a répété à la fin du match après sa passe décisive, qu'il parle le même football, il parle le même langage sur le terrain, que ça voilà. Tu sens qu'il est enthousiasmé de tout ça et ça se traduit sur le terrain, donc ça donne envie, hein. Voilà, Galtier nous l'a redit qu'ils sont associables et ils seront probablement encore associés tous les trois. Bah, ça donne forcément envie de les revoir, hein. Au bout de 3 minutes qu'ils étaient sur le terrain, ils combinent tous les trois et ça finit par un but. Donc c'est voilà. peut-être pas viable dans le 11 de départ, par contre. Je sais pas. Enfin, un petit aparté là-dessus rapide. Si à voir contre bien. qui tu joues, voilà, mais c'est compliqué, quoi. C'est sûr, c'est compliqué. Si tu joues avec forcément avec Gouiri à gauche et Dolberg Delors devant, je sais pas ce qu'en pense Romain aussi, mais tu te retrouves avec un schéma quand même qui est relativement offensif. On parlait tout à l'heure de Kluivert qui fait énormément de travail défensif. Je suis pas sûr que Gouiri ait cette faculté à enchaîner les replis défensifs et garder sa lucidité offensive. Selon le scénario du match, sur une dernière demi-heure, ça peut être... Clairement, ça peut te tuer. T'imagines, tu te bats face à l'OGC Nice pour essayer de décrocher un résultat, tu te dis cool, il reste plus que 20 minutes. Et tu vois... il faut rentrer Delors, il passe Gouiri à gauche. Tu fais rentrer Gouiri, t'es là genre, ah ok, d'accord. Ah bah là, clairement, sur le banc, c'est pas la même équipe. Ah quoi. non, ça c'est clair. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que le discours quand même de Galtier, il a vachement changé par rapport à Gouiri parce qu'au départ, il a bien dit que Gouiri voulait l'utiliser en tant que buteur, enfin en tant que il a clairement dit qu'il jouerait pas à gauche. Hein. Ouais. Voilà. Et là, après il le met dans l'axe, dans le 11. C'est juste qu'une fois que tu as une fois que tu as Delors qui rentre, c'est pas Dolberg que tu vas mettre sur le côté. Ouais, mais bon, pour moi, dans son discours, au départ, c'était vraiment, non, Gouiri restera dans l'axe. Et Delors est arrivé, il a dit oui, ça peut le faire, etc. Et là, on dirait qu'à la fin du match, quand il voit que, rien que l'enchaînement des trois, je vais faire il s'est chauffé autant que nous, quoi. Il s'est chauffé autant que nous, quoi. Et en plus, Galtier le dit, il dit, en plus, Gouiri, il aime jouer sur le côté. Donc, tu vois, moi, je suis en train de me poser des questions sur le fait qu'on bon, Bard, il va transpirer derrière, hein, par contre, hein, s'il a Gouiri devant. Après avoir la façon de coulisser, tu sais, après peut-être que un des deux, Rosario par exemple, Lemina ou Rosario peut un peu plus décaler sur la gauche et Boudaoui, tu vois, réaxer. Enfin bref. Après, on va faire confiance à Galtier sur ça, de toute façon, clairement. Ouais, hein, voilà, c'est ça. Mais sur le papier, si tu alignes les trois, voire les quatre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier Stengs qui va probablement être titulaire quand il pourra à droite. Tu t'alignes les quatre ensemble devant. Voilà, je pense qu'on risque de tâcher des caleçons, quoi. Les voilà. quatre fantastiques, du coup. Voilà. Messieurs, je voulais terminer cette émission par un petit avant-match rapide, parce qu'on est quand même assez tôt dans la semaine. C'est le derby qui arrive, le seul, l'unique, le vrai, la réception de Monaco dimanche 13h à l'Alliance Riviera, malheureusement à huis clos,
sans public pour les raisons qu'on connaît. Notre adversaire monégasque qui commence difficilement sa saison, parce que ce n'est que 4 points au compteur. On sait qu'en plus, il y a la Coupe d'Europe qui va arriver pour eux là dans les prochains jours. Déjà, est-ce que pour vous, donc je me doute bien que vous n'avez pas passé vos semaines à décortiquer les matchs de Monaco, mais que pensez-vous de ce début de saison de nos voisins monégasques, des Princesses, et surtout, qu'attendez-vous de ce match? Est-ce que pour vous, ça ne serait pas un peu le révélateur après avoir réussi à battre des équipes comme Lille et comme Bordeaux qui sont un peu dans la difficulté? Allez, on va le dire, battre Marseille qui est potentiellement un concurrent direct. Là, tu te retrouves aussi face à une autre équipe que tu peux mettre virtuellement à 8 points si tu les bats, ce qui serait des points qui ne seront plus à prendre pour une éventuelle course à l'Europe en fin de saison. Évidemment, déjà, on va parler du fait que le match sera encore à huis clos. En huis clos total, ça sera probablement le dernier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dommageable dans un derby. Voilà, après, je vais juste un peu lâcher un petit tacle, les deux pieds décollés, dans le sens où Monaco a parlé que même si au niveau géographie on était leur rival, c'est magnifique communiqué du CM là. Voilà, mais que leur vrai rival c'était Marseille. J'espère qu'ils se les ont bien bouffés. Ils se sont retrouvés enfermés dans leur stade pour que les Marseillais puissent s'en aller vite et tout. Donc voilà. Alors là-dessus, belle quand même, chaise. Là-dessus, malgré la rivalité qu'on a avec les supporters monégasques, quand vous arrivez à les trouver, à les identifier, les supporters monégasques de la région, c'est quand même horrible, et je pense qu'on ne souhaite ça à aucun supporter à domicile. Ah non, mais c'est un karma, ce qu'ils ont vécu. Non, Après, c'est le karma, et du coup, on va pas les pleurer. Mais quand même, moi, ça fait un peu de la peine, et voilà. En tant que supporter, c'est sûr que voilà, ça doit pas faire plaisir de te retrouver enfermé dans ton propre stade pour laisser la priorité aux adversaires qui en plus t'ont battu, quoi. Donc voilà, voir les Marseillais venir au pied de ta tribune, au pied de ta tribune. À chanter alors que toi t'es enfermé de l'autre côté, quoi. Mais bon, encore une fois, je vais pas dire qu'ils l'ont cherché parce que les supporters sur le communiqué ils y sont pour rien, évidemment, hein. Mais voilà, ils ont voulu, je vais rester poli, ils ont voulu leur faire un peu des papouilles, et puis voilà, au final c'est défaite et humiliation pour leurs supporters. Donc j'espère que le CM il est bien content. Voilà. J'espère que ça servira de leçon, et qu'ils montreront un peu d'humilité avant la rencontre face à Nice quand même, parce que bon, le karma n'est jamais très loin. Donc un début de saison compliqué, tu l'évoquais, cette défaite à domicile face à Marseille, en plus avec des circonstances humiliantes. La Coupe d'Europe qui arrive aussi également pour Monaco, c'est peut-être le bon moment de les prendre. Nous on est sur une bonne dynamique, même s'il y a eu quelques difficultés dans le jeu face à Nantes. Là, Monaco dans le jeu, c'est assez compliqué. Au classement, c'est assez compliqué. C'est le moment d'engranger ces points qui peuvent être décisifs en fin de saison, d'asseoir un peu aussi l'espèce de domination et de bonne dynamique mentale sur la suite. Après c'est certain. Moi, le seul truc qui me fait peur, on va dire, c'est le réveil, parce que moi je les ai vus jouer en tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc leur premier tour, franchement, ils ont maîtrisé bien comme il faut. Le deuxième tour, bon, Shakhtar à l'aller, ils sont passés à côté de leur match. Match retour, ils ont franchement très très bien joué, et en plus là-bas, il me semble. Ouais, c'était là-bas. Oui, c'était là-bas. Oui, ils perdent à domicile, ils gagnent là-bas. Voilà. Il serait passé avec la règle du but à l'extérieur, d'ailleurs, qui a exactement. été et puis en plus, et s'ils avaient eu un peu plus de lucidité offensivement. Oui, parce qu'ils en croquent un wagon. Il peut y avoir 5-0, voilà. Effectivement. Donc je pense que ça les a bien mis dans le mal, parce qu'ils s'attendaient tous à jouer la Ligue des Champions, et ils avaient l'équipe pour. Donc oui, ils sont dans le mal, mais attention quand même. Toujours la peur de réveiller ces équipes, hein, toujours. Ouais, ça exactement. Et c'est dans notre ADN, ça. Et en plus, mais évidemment qu'ils vont avoir envie. Désolé, je te coupe, hein, Romain, mais ils vont avoir envie de nous taper quoi qu'il arrive. Voilà, on repense à l'histoire de Boadou avec sa signature. Lui aussi,
il va sûrement avoir envie de montrer, sachant qu'il fait un début de saison très compliqué apparemment, Boadou. Ouais. Donc voilà, il va falloir quand même se méfier. Il va pas falloir arriver en tant que équipe qui a pris aucun but, machin. Si tu fais la même première mi-temps que tu as fait face à Nantes, face à Ben Yedder, Golovin et compagnie, je pense que c'est pas la même chose que face à Kolo Muani et Ludovic Blas, sans leur manquer de respect d'ailleurs, parce que ce sont pas les plus mauvais joueurs de Nantes. Non, mais après voilà, comme encore une fois, on va faire totale confiance à Galtier. Hein. Il l'a déjà prouvé en quelques matchs. Mais voilà, on en avait parlé d'ailleurs après le match entre nous en privé. Mais je pense que ce match à Nantes, notamment cette première mi-temps, elle va énormément servir sur la saison. Dante l'a dit d'ailleurs dans les réactions, que c'est des matchs qui vont servir aux joueurs. Parce que ça te remet direct les pieds sur terre, ça te remet dans le bain, voilà, tu gagnes, mais il y a énormément de travail encore et encore et encore. Donc voilà, c'est entre guillemets peut-être parfait d'avoir fait cette mi-temps là contre Nantes et pas contre Monaco. Il va pas falloir la répéter contre Monaco parce que le résultat sera probablement différent. Mais ça a été un rappel sans frais en tout cas. Voilà, c'est ça, parce que tu gagnes à Nantes, mais c'est très bien de le faire juste là une semaine avant Monaco parce que voilà, tu te remets directement au travail, tu sais ce que tu as mal fait en première mi-temps. Et j'ose espérer qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs que contre Nantes, que contre Monaco. Donc ça peut être. Il faut les enfoncer d'entrée. D'entrée, il faut leur rentrer dedans et leur mettre. Comme on a fait, comme on a vu contre Lille, Bordeaux, Marseille. Lille, Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, un petit pronostic pour terminer l'émission. Je pense malheureusement que voilà. Bon, remarque, je l'avais dit déjà, j'avais déjà parié qu'on allait prendre un but, je sais plus contre qui, je crois contre Bordeaux. Un jour ça arrivera de toute façon. Voilà, on va pas finir la saison à 0 but forcément. Mais je pense qu'on va prendre un but contre Monaco malheureusement, mais qu'on va gagner une courte victoire 2-1, je dirais. Moi je dis 3-0. Net et sans bavure. Attention, attention au réveil, je dis 3-0. D'accord, ok, Romain. Ouais, non, mais parce que mais attention, le type quoi. non, parce que je sais que Galtier il va leur tenir le même discours. 3-0 pour qui? Attends, parce qu'on n'avait pas demandé de préciser. Non, 3-0 pour Nice. Et je tiens à préciser que sur France Bleu, Océan, je sais plus quoi, derrière, j'avais dit 2-0 pour Nice. Et il y a eu 2-0 pour Nice. Bon, donc, avec Sky, vous êtes. C'est incroyable. Mais par contre, je vais même aller plus loin. Moi, je pense que c'est Delors qui nous donne la victoire dimanche. Bon, moi, je vais parier un petit 1 partout parce que si vous n'avez pas vu passer l'info, c'est Monsieur Le Texier. Là, oui, j'ai vu ça. Donc, on peut déjà compter moins un but pour Nice, à peu près. Même si les plus optimistes diront que c'était l'arbitre de notre victoire 3-0 face à l'OM, c'est le cas compté cette fois la saison dernière, mais on a quand même des très très mauvais souvenirs avec cet arbitre, notamment des matchs nuls de partout. Et puis il est relativement mauvais, quoi. De base déjà. Voilà, mais il est mauvais. Tu vas regarder le match? Il est quand même mauvais. Oui, en plus je vais regarder pleinement le match. Alors, là on a un combo Le Texier, Sky qui regarde le match. Trahi par les siens, c'est moche. Bon, on en reparlera la semaine prochaine puisque le match est dimanche. Normalement, l'émission devrait être mardi. Bon, on ne se cache pas qu'on s'organise aussi un peu en fonction de nos emplois du temps perso. Ça pourrait changer aux dernières nouvelles, mais bon, on essaie de continuer à faire les 48 heures après le match. Ça nous semble être un bon rythme. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça fait vraiment plaisir. On a constaté que le projet Ineos nous a aussi ramené à nous un peu plus d'auditeurs par rapport à la saison dernière. Vous êtes de plus en plus nombreux également à nous envoyer des messages sympathiques. Ça fait vraiment plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. Brice et Bada aussi avec le compte Avantinissa. Essayez de répondre à un maximum de vos messages. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous passez un bon moment à nous écouter. Nous aussi, on passe un bon moment à parler avec vous, surtout quand du coup la saison et l'OGC Nice tournent comme actuellement. Oui. N'hésitez pas si les émissions thérapie sont derrière nous, quoi. C'est ça pour l'instant. Pour l'instant, je vois chat noir. Voilà. Non, c'est pas moi le chat noir pour l'instant, ça va. N'hésitez pas comme Benja et comme Matt à nous envoyer vos messages si vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, un avis à nous donner en attendant qu'on puisse refaire des live Twitch. Je vous avoue qu'il faudrait qu'on se repenche là-dessus, mais bon, la technique et nous, ça fait un peu 72 quand même, donc du coup, on n'est pas très chaud pour le refaire tout de suite, mais pourquoi pas à la prochaine trêve internationale. Messieurs, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent match ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Et Issa Nissa.